Tout d'abord, merci à tous d'être présents à ce VTT 2023. Dans cette présentation, on va vous parler de traitement d'images distribuées dans le contexte de l'IA. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut se servir du traitement d'images distribuées pour accélérer, aider l'entraînement d'intelligence artificielle. Mais pour commencer, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Claire Gallo et je travaille en tant que SRE dans l'équipe Data Convergence chez OVH Cloud. Donc, c'est une équipe qui est plutôt orientée autour de la création de produits liés à la donnée, au data processing dans le cadre du big data. Et bonjour à tous. Moi, je m'appelle Adrien et je suis alternant. J'ai donc rejoint l'équipe de Claire de Data Convergence depuis octobre dernier. Donc maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir regarder un peu plus en détail qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va tout simplement refaire une petite remise en contexte et regarder quel problème de données est-ce qu'on a rencontré. Pour essayer de résoudre un peu ce problème, on va ensuite voir comment faire pour obtenir plus de données. Et par la suite, tout simplement, comment exécuter tout ce processing dans un premier temps au local et par la suite en calcul distribué, comme l'a dit Claire. Et pour finir, on va tout simplement regarder l'impact que notre travail de processing a eu sur la base de données qu'on traitera. Alors, du coup, pour reprendre un peu l'histoire depuis le début, ceux qui étaient à notre conférence avec Eléa ce matin auront peut-être un sentiment de déjà-vu, mais je vais réintroduire un peu le sujet. Donc, notre collègue Eléa a créé une application qui se base sur un modèle d'intelligence artificielle dans le but d'interpréter la langue des signes. Donc, pour des raisons de contraintes de droit et de droit d'accéder à la donnée, on a choisi un dataset qui ciblait en particulier la langue des signes américaine et encore plus particulièrement l'alphabet seulement. Donc, Eléa m'a donné un petit lien vers l'application. Je vais, juste parce que ça me fait plaisir, vous faire une petite démo. Et surtout, vous allez vite comprendre en fait qu'il y a une problématique autour de ce modèle d'IA. On va faire un test. Adrien, est-ce que tu connais des lettres de l'alphabet de la langue des signes? Ok. Est-ce que tu vas en tenter une? Donc, ce qu'Adrien a fait, c'est un O. Et notre intelligence artificielle a détecté un C, mais aussi un P. Donc voilà, le problème est plus ou moins évident. Ce n'est pas très précis. Je reprends quelques exemples, mais globalement, ce qu'on a pu constater comme problème avec l'IA, c'était un manque de précision, quelques erreurs dans la classification, mais aussi des fois l'interprétation d'artefacts sur l'image comme étant des lettres, alors que, a priori, à vue d'œil, il n'y en a pas. Et donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend de notre intelligence artificielle. Donc, il y a un problème quelque part. Et on est en droit de se demander quelle est la raison de ce problème. Il y a plusieurs pistes, à commencer par l'ingénieur qui a entraîné l'IA ou l'algorithme. Mais il se trouve que Eléa, comme l'algorithme utilisé, soit YOLO V7, ont déjà fait leurs preuves. Du coup, on va plutôt pointer du doigt le dataset qui a été utilisé pour entraîner ce modèle. Et c'est vrai qu'après l'avoir analysé et l'avoir regardé d'un petit peu plus près, on a pu constater quelques défauts dans ce dataset, à commencer par un manque de volume. En gros, il y a en tout 1500 images, mais en termes de diversité d'images, on n'a qu'entre 10 et 20 images par lettre qui sont représentées. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que pour chaque classe, la machine n'aura eu que 20 exemples maximum pour pouvoir apprendre qu'est-ce que c'est que cette lettre, alors qu'on traite des images et que la machine part quand même de loin pour ce qui est d'interpréter une main humaine. Donc il y a un problème de quantité, mais il y a aussi un problème de variété, puisque les images qui étaient représentées dans le dataset étaient essentiellement faites par des personnes de peau blanche, des adultes, essentiellement droitiers, alors que c'est une langue qui se pratique potentiellement avec les deux mains. Les conditions de prise de photos aussi étaient relativement similaires, avec la même luminosité, le même fond. Enfin, tous ces critères font que notre dataset n'est pas assez varié et va potentiellement nuire aux performances de notre IA.
Mais qu'est-ce qu'on va faire du coup? Eh bien, figurez-vous qu'il y a potentiellement plusieurs solutions. Et d'un point de vue un peu naïf pour commencer, on pourrait se dire qu'on va créer des nouvelles données pour enrichir notre dataset. Excellente idée. Pour ce faire, il va falloir dans un premier temps recruter des gens, des amis, des collègues, appeler un maximum de force de frappe pour pouvoir prendre des photos en masse. Une activité super fun, comme vous pouvez le voir. Et une fois qu'on a toutes ces photos, ça nous a déjà pris pas mal de temps, potentiellement pas mal de points auprès de ses amis aussi, il va falloir labelliser toutes ces photos en créant des boîtes autour des objets qu'on veut mettre en évidence. Donc ici, les mains. Donc si je vous explique ça, c'est parce que c'est une spécificité de l'algorithme qui a été choisi pour entraîner le modèle. C'est YOLO V7, qui se base en termes de... qui a besoin d'une labellisation des images pour pouvoir en tirer de l'information. Et donc, en l'occurrence, il a besoin d'une classe. Dans notre cas, c'est une lettre de l'alphabet. Ainsi que d'une bounding box, qui va permettre à l'algorithme de localiser l'objet sur l'image. Donc ça se traduit par des coordonnées de la boîte. Je ne vous cache pas que tout le processus est globalement un peu pénible, qu'il peut prendre du temps, qu'il va coûter des ressources. Et comme tout ce qui prend du temps et qui coûte des ressources, il peut être sous-traité et dans ce cas-là coûter de l'argent. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter en général parce qu'on va avoir du mal à atteindre de gros volumes de données avec ça. Ça peut être une bonne base, mais c'est difficile de se reposer uniquement sur cette technique. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a d'autres solutions, comme par exemple la data augmentation dont Adrien va vous parler. Alors, qu'est-ce que la data augmentation? C'est tout simplement le fait de recréer des données à partir de soit des données qu'on a déjà, en variant des paramètres, ou recréer des données à partir de rien, mais avec l'ordinateur, comme utiliser des intelligences artificielles pour recréer des images ou autres. Ici, dans notre cas, on travaille avec des images et on a choisi plutôt de faire de la génération de données avec les images qu'on avait déjà, donc en modifiant les paramètres de ces images pour recréer des nouvelles images avec un nouveau contexte. Alors dans le cas d'usage qu'on a cité précédemment, de Eléa de ce matin, elle avait donc utilisé la librairie de Python, Albumetations, qui était pas trop mal, qui faisait du bon travail et qui avait des bonnes augmentations. Simplement, le problème qu'on avait, c'était que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Pour un dataset qu'elle avait voulu multiplier par 2, donc rajouter 2 images pour chaque image déjà existante, ça lui avait pris à peu près 2 à 3 heures. C'est vraiment long, c'est vraiment pas quelque chose qui nous permet ensuite de faire plusieurs tests ou autre, c'est quelque chose d'assez laborieux. Et donc, on s'est posé un peu la question de comment faire pour l'aider à réduire ce temps. Alors, comme on travaille, donc, comme on vous l'a dit plus tôt, dans une équipe de data processing et que le cœur de métier, c'est vraiment le big data, on s'est demandé comment faire pour l'aider à aller plus vite. Ce qui nous est venu donc à l'idée, c'est tout simplement d'utiliser le calcul distribué. Qu'est-ce que le calcul distribué, pardon? C'est tout simplement le fait de paralléliser les opérations qu'on souhaite faire pour gagner du temps et faire des opérations, plus d'opérations en un minimum de temps. Donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement de s'affranchir des contraintes de l'ordinateur qu'on utilise, de ressources et de calcul. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait ça, c'est très bien, mais comment on va faire pour augmenter les données? Est-ce qu'on peut améliorer aussi les fonctions qu'on utilise? Et pour ça, on va tout simplement faire notre propre processing au lieu d'utiliser une librairie pour gagner encore du temps. Et donc, on va voir, grâce à un petit notebook qu'on vous a fait, on va vous présenter un peu les opérations de base qu'on a faites. C'est donc du traitement d'image qu'on utilise ici pour rajouter des nouvelles données, avoir plus de variété de contexte aux images qu'on a déjà. Hop, merci. Est-ce que vous arrivez à voir ou est-ce qu'il y a besoin de zoomer un petit peu peut-être? Encore. De toute façon, on vous partagera après le code si vraiment vous voulez aller fouiller dedans et regarder plus en détail. Hop. C'est bon? Ok, nickel. Merci. Alors, d'abord, on fait les petites importations nécessaires. Ensuite, on définit les fonctions pour enregistrer les données, les bounding box et enregistrer le travail qu'on fait.
on définit les fonctions de traitement d'image qu'on souhaite utiliser. Hop. Il y en a pas mal, c'est assez long. Et ensuite, on crée la fonction pour tout simplement aléatoirement appliquer ces modifications aux images. Hop. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a créé une petite fonction pour afficher le résultat des images qu'on a obtenues avec les nouvelles bounding box. Alors, ici, on peut voir l'image originale qui a été affichée donc, avec sa bounding box autour de la main. Ensuite, on a utilisé le traitement d'image qui s'appelle l'horizontal flip. Qu'est-ce que c'est l'horizontal flip? C'est tout simplement le fait d'inverser la droite et la gauche de l'image pour avoir une image inversée. Et il s'avère qu'ici, dans notre cas, c'est vraiment très intéressant parce que dans notre base de données, comme on vous l'a dit plus tôt, on a une surreprésentation des mains droites. Et comme vous l'a dit Claire, le langage des signes se parle avec la main droite et la main gauche, et donc ça excluait potentiellement les gauchers. Et c'était donc pas vraiment intéressant pour une application à plus large échelle. Ensuite, on a aussi pu modifier les paramètres de luminosité pour recréer un peu plus de contexte et que le modèle soit plus habitué à différents paramètres de luminosité. On a fait pareil avec de contraste. Le contraste, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en traitement d'image la différence entre les pixels ayant la valeur d'intensité lumineuse la plus forte et la différence entre ceux qui ont l'intensité la moins forte, pardon, j'ai un peu de mal. Et donc nous, on va venir jouer sur cette différence en augmentant ou en diminuant les valeurs maximum ou minimum pour faire jouer ce paramètre et avoir donc soit un contraste plus fort, soit un contraste plus réduit. Hop. Donc voilà le contraste. On a fait pareil avec la saturation. La saturation, qu'est-ce que c'est en traitement d'image? C'est simplement la quantification de l'intensité de la couleur des images. Donc plus la saturation va être forte, plus une image va avoir des belles couleurs pétantes et qui vont tirer vers le rouge. Et à l'inverse, plus le contraste et la saturation est petite, plus l'image sera fade et on aura des moins belles couleurs. Voilà, donc on a fait aussi d'autres augmentations comme la translation, qui permet de créer des cas où la main serait par exemple hors du champ de la caméra. Et aussi, on a rajouté du bruit et du flou pour recréer des cas où la caméra a du mal à s'adapter et nous envoie pas une image de très bonne qualité. Hop. On va revenir donc à la présentation. Ouais. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec la librairie Argumentation qui nous a pris pour faire 1x3 sur la base de données, ça a pris 2 à 3 heures. Alors que nous, avec notre processing, ça nous a pris moins de 10 secondes pour faire la multiplication de cette base de données avec 1x3 aussi. De la même manière, on a fait 1x5, 1x10 et 1x50. Et on était toujours à quelques minutes au lieu de plusieurs heures pour argumentation. Après, ici, c'est des résultats quand même à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas pris dans ce temps le temps de chargement des images et d'enregistrement qui rajoutait quand même quelques minutes en plus. Mais on est quand même bien en dessous des 2 à 3 heures pour argumentation. Alors, les temps qu'on vient de vous présenter là, c'est des temps qu'on a fait en local sur une seule machine avec notre dataset. Du coup, au niveau crédibilité, vous pouvez me dire, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de distribuer le calcul, puisque ça a l'air de vachement bien marcher déjà sur une seule machine? Vous avez raison. Dans le cadre de ces datasets, en faisant nos tests, on a pu se rendre compte que ce n'était pas forcément une nécessité. Mais, il y a un mais, on a rajouté des images, comme je vous l'ai dit, à notre dataset. On a pris des photos, on a fait gonfler un peu notre dataset. Et ce qu'on peut voir, c'est que rapidement, si on augmente la base d'images dans notre dataset, avec des images qui ne font pas, comme celle d'origine, 416 pixels par 416, en fait, on arrive vraiment à des volumes plus importants qui vont petit à petit venir impacter les performances de notre algorithme quand on le fait tourner en local. Du coup, pour vous instruire, on va quand même vous montrer comment ça marche en distribué, comment le faire, et du coup, ça aura un intérêt pour des datasets peut-être un peu plus volumineux avec des images de meilleure qualité. Pour effectuer nos calculs, on a utilisé Apache Spark pour plusieurs raisons.
à commencer par le fait qu'il est réputé pour être particulièrement rapide, et aussi parce qu'il est assez simple d'accès. Donc pour notre part, on a utilisé, pour explorer un peu la technologie, un notebook qui est connecté avec un cluster Spark. Et donc on l'a fait en PySpark, donc avec du Python. D'où la simplicité d'apprentissage. Il se trouve aussi qu'on travaille dans une équipe qui propose ce genre de produit. Ça nous a un petit peu facilité l'accès à un cluster Spark, je ne vous cache pas. Mais voilà, pour dire, il y a des solutions qui existent si vous voulez faire du calcul distribué sans vous embarrasser avec le management d'un cluster. Donc, pour commencer, comment ça marche un petit peu Spark ? Comme je vous l'ai dit, c'est un outil de calcul distribué. Donc, qui dit calcul distribué dit un ensemble de machines qui fonctionnent ensemble, comme un ensemble. Donc, ils sont tous connectés entre eux et vont se partager la tâche de travail ainsi que les données. Donc, on a un gros dataset à la base. Il va être distribué en plus petites partitions à travers les différents nœuds du cluster, ainsi que la charge de travail. Elle va être découpée en plusieurs tâches qui vont elles-mêmes être distribuées sur les nœuds. Et ainsi, chaque tâche va venir processer sa propre charge de données. En termes de vocabulaire, dans Spark, on a des exécuteurs d'une part qui vont être les nœuds qui vont réellement faire le calcul distribué et qui vont être dirigés par le nœud qu'on appelle le driver, qui est un peu le chef des opérations et qui va se charger de coordonner l'ensemble du travail. Une fois que le calcul est fait, on peut soit collecter les données sur le driver pour les afficher ou chaîner d'autres opérations, ou alors on peut les télécharger dans un storage quelconque, ou dans notre cas, ce sera dans de l'object storage sur le cloud. Pour rentrer un petit peu dans le détail de l'intérêt de Spark dans le cas du traitement d'images, et du traitement de données en général d'ailleurs, ce que propose Spark, c'est une structure de données qui s'appelle le data frame, qui peut s'apparenter un petit peu à une table dans une base de données relationnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des colonnes qui correspondent à des propriétés et qu'il a plusieurs lignes qui, du coup, lorsqu'on va lancer le travail, va être divisé en plusieurs groupes de lignes qui seront les partitions et réparties sur les nœuds. Donc, Spark propose de base quelques librairies, enfin quelques fonctionnalités qui sont très proches de ce qu'on peut trouver en SQL et qui permettent du coup de faire du traitement assez optimisé, distribué sur les structures telles que les data frames. Par contre, c'est vrai que ces fonctions sont assez limitées au final. Elles permettent de faire des opérations assez simples, des opérations sur les strings, sur quelques types de données. Mais dans le cas du traitement d'image, on est vite un petit peu limité avec ces fonctions de base. Du coup, on va pouvoir utiliser la capacité de Spark à définir des fonctions customisées, qui sont les UDF. Et donc ces fonctions, ça va nous permettre de définir une fonction complètement nouvelle, en l'occurrence de traitement d'image, qui va fonctionner de manière distribuée, à l'instar de fonctions qui sont déjà proposées par Spark. Je vais encore une fois vous sortir un petit notebook pour vous présenter ce qu'on a fait. Et zoomer. Vous me dites si c'est bon. Si quelqu'un ne voit pas, qu'il n'hésite pas à lever la main, comme ça je pourrais peut-être zoomer plus. Okay, très bien. Donc, on commence évidemment par installer nos librairies et faire nos imports. Et la première étape qui est significative dans l'accès au calcul distribué, c'est de créer une Spark Session. Donc la Spark Session, c'est ce qui va permettre le calcul distribué. C'est vraiment l'objet de base pour diriger les opérations à travers les nœuds du cluster. Ça va être aussi l'occasion pour nous de renseigner des configurations telles que l'accès à notre object storage pour le téléchargement et la sauvegarde de nos données. Donc après ça, j'ai pu télécharger les données dans un data frame, donc ici l'image data frame, à partir parce que Spark propose un format de source qui est l'image, et donc du coup, en fait, j'ai juste à lui renseigner le path de mes images pour qu'il les charge directement dans un format de données qui est appréhendable par un data frame. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez voir le schéma juste en dessous, c'est une origine, les dimensions de mon image, le mode d'encodage et les données en binaire. Comme je vous l'ai dit avant, on travaille avec l'algorithme YOLO V7. Donc, qui dit image dit aussi label. Mes labels sont stockés au format de fichier de texte
aussi dans un object storage. Donc de la même manière, je vais les charger dans un data frame, à la différence que les fichiers texte, ils sont stockés dans un data frame qui a un schéma beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un champ, soit la valeur par ligne dans les fichiers texte. Donc j'ai dû d'abord pratiquer un petit peu de transformation pour parser ce fichier texte et récupérer mes coordonnées de bounding box et ma classe. Donc, j'ai créé un nouveau data frame à partir de ces champs. Donc, vous pouvez voir le schéma ici. Et une fois que j'avais ces deux data frames, j'ai juste fait une jonction sur ces deux data frames à la manière d'une requête SQL. Comme ça, j'étais sûre de pouvoir garder la corrélation entre mes images et le label correspondant. Donc maintenant que j'ai ma structure de données toute faite et complète, j'ai pu définir quelques fonctions de type utility pour pouvoir afficher mes images avec ce type de données customisées, ainsi que leur bounding box. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui n'est pas la partie la plus longue de ce notebook, puisque au final, c'est assez simple de distribuer le calcul sur des data frames. J'ai pris l'exemple de l'horizontal flip dont vous a parlé Adrien tout à l'heure. Donc, je commence par définir une fonction assez basique qui consiste justement à faire le flip de l'image. Et vous pouvez voir que la ligne surlignée, c'est à peu près toute l'intelligence de cette fonction. Ce qui est autour, c'est plus pour des soucis d'encodage que j'ai converti en bytes, en images, en arrêt de bytes, enfin ce genre de choses. Mais la fonction en soi est assez simple et utilise une librairie standard de computer vision, OpenCV. Et une fois que j'ai cette fonction, je n'ai qu'à la convertir en UDF, en User Defined Function, grâce à un cast. Et voilà, ma fonction est prête à être utilisée directement sur mon data frame, à l'instar de ma jonction de tout à l'heure quand j'ai voulu merger mes deux data frames. Et si je regarde le résultat, juste pour information, l'exécution sur l'intégralité du dataset de cette fonction m'a pris un peu moins d'une minute, de même que le chargement qui est assez rapide. Donc on est toujours quand même dans un espace temporel assez intéressant par rapport à la librairie Argumentation. Et donc vous pouvez voir que la transformation a bien été effectuée sur l'ensemble des images. Bon, là, c'est les 5 premières images, mais je peux vous garantir que l'ensemble du dataset a été transformé. Du coup, on a vu comment distribuer le process de calcul, de traitement des images. Maintenant, on va voir est-ce que la data augmentation que l'on a fait sur notre dataset a eu un intérêt sur le modèle. Donc pour ça, Adrien va vous présenter globalement les résultats qu'on a obtenus. Donc, maintenant qu'on a vu comment faire tout ce process de manière rapide et efficace, on va pouvoir jouer plus facilement avec les données qu'on a. Alors, pour commencer, on a tout simplement recréé 4 nouveaux datasets en faisant de la data augmentation avec les fonctions qu'on a vues précédemment de manière aléatoire. On a donc un premier dataset en orange qui représente une augmentation x1, un dataset en vert, je crois, je vois pas très bien, en vert, qui représente une data augmentation x2, et de la même manière un dataset x5 et x10. Donc le x5 il est en violet et le x5 il est en bleu. Alors, pour comparer les modèles donc, avec les différents entraînements de différentes bases de données, on a choisi 2 métriques qui sont la précision et le recall. D'abord, qu'est-ce que la précision ? La précision, c'est tout d'abord le taux de bonne prédiction que fait le modèle sur l'ensemble de ses prédictions. Et on voit ici donc, que c'est sur 1, et plus le modèle est fait de bonnes prédictions, donc plus la courbe et la valeur est importante. Et donc pour le dataset, pour le meilleur résultat qu'on voit ici, c'est donc pour le dataset x2. C'est la courbe en vert qui présente largement des meilleurs résultats que les autres. Des meilleurs résultats que le dataset x1 en orange qu'on voit et que le dataset x5. Pourquoi des meilleurs résultats que le dataset x1? Parce que tout simplement on a apporté plus de données. Et pourquoi de meilleurs résultats que le dataset x5? Parce qu'on commence à avoir un petit peu ce qu'on appelle l'overfitting.
Qu'est-ce que c'est l'overfitting? C'est quand tout simplement le modèle commence à un peu trop connaître les données et qui se crée lui-même des biais pour justement reconnaître, pour faire des prédictions. Et on le voit notamment ce phénomène très bien ici avec le dataset x10, où là le modèle est complètement overfité et il a vraiment beaucoup de mal à donner de bonnes prédictions. Hop. Merci. On a aussi donc utilisé le Matrix Recall. Le Matrix Recall, c'est un peu comme la précision, mais c'est pas c'est pas le nombre de bonnes prédictions sur l'ensemble, c'est plutôt l'ensemble de prédictions qui ont été faites pardon, j'ai un peu de mal. C'est l'ensemble des prédictions qui ont été faites par le modèle sur l'ensemble des prédictions qu'il aurait dû faire. Donc la différence, c'est qu'il en manque quelques-unes et ça calcule donc ça. Donc de la même manière, plus le modèle est performant, plus les valeurs tendent vers 1. Et comme pour tout à l'heure, le dataset x2 est le dataset le plus performant. Et le dataset x10 est totalement overfité aussi, car il donne des résultats... il a du mal à donner des bonnes prédictions, pardon. Voilà, donc une fois qu'on a vu ça, on peut se demander est-ce que l'équilibre du dataset peut influer sur les prédictions du modèle. Mais qu'est-ce que l'équilibre du dataset? C'est tout simplement apporter le même nombre de changements par rapport au traitement d'image aux fonctions de traitement d'image qu'on a données. On a donc recréé 4 nouveaux datasets. Un dataset avec simplement de l'horizontal flip, un autre dataset qui est plutôt porté sur les paramètres de l'image, donc la luminosité, le contraste, etc. Et un autre dataset qui est plutôt porté sur la qualité de la caméra, donc le flou et le bruit. Et le dernier dataset donc, avec des problèmes de cadrage, de chiffre et de rotation. Pour tous ces datasets, pour les essayer un peu dans des conditions équivalentes, on a fait une augmentation x4 pour avoir des datasets de même taille à peu près. Pour les comparer, on a fait comme tout à l'heure, on a donc utilisé les mêmes métriques et on se rend compte que finalement, ce n'est pas vraiment des paramètres qui peuvent aider à améliorer nos prédictions. Donc, pour ces cas-là, ce qui est plutôt intéressant, c'est quand on sait dans quel cas d'application on va utiliser le modèle. Si par exemple, on sait que ça va être un cas d'application, on peut être amené à utiliser plusieurs types de caméras, il est plutôt donc intéressant de faire des augmentations plus importantes des modifications plus importantes sur les paramètres de bruit et de flou qui sont plus liés aux paramètres de la caméra. Alors, une fois qu'on a eu ça, on peut se demander, mais est-ce qu'on peut créer des données à l'infini et pouvoir entraîner donc notre modèle sur autant de données qu'on veut recréer? Et la réponse est évidemment non, parce qu'on a le risque d'overfitting. Comme je disais, le overfitting, c'est tout simplement le fait que le modèle connaisse trop le dataset de données et il va se créer des biais qui vont ensuite l'empêcher de faire des bonnes prédictions. Comment donc détecter cet overfitting? On a 3 manières de le faire, mais la plus courante, c'est la plus efficace, c'est tout simplement avec la fonction de loss, la fonction de perte. Ici, c'est la sum square error qui a été utilisée pour détecter cette fonction de loss. Et donc, pour comparer les modèles de tout à l'heure avec les différentes bases de données de différentes tailles, on a donc utilisé des fonctions de loss. Et la loss, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonction qui va calculer l'écart entre les bonnes prédictions que le modèle a faites comparé à celles qu'il aurait dû faire. Donc plus la loss est faible, plus le modèle est performant. Qu'est-ce qu'on constate encore une fois? C'est que le modèle encore le plus performant, c'est le modèle avec un dataset d'une augmentation x2. Ah oui, pardon. Et ce qui est le plus intéressant ici de regarder, c'est simplement le graphique du milieu, car le graphique du milieu représente les bonnes prédictions, enfin les bonnes classifications qu'a faites le modèle, c'est-à-dire est-ce qu'il a bien classifié l'image qu'on a faite avec la bonne catégorie d'image à laquelle elle devait appartenir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, c'est que le modèle 10 a la fonction de loss la plus importante, car il a beaucoup d'overfitting. Et encore une fois, le modèle x2 est le meilleur. Ouais. Du coup, on va résumer rapidement ce qu'on a appris pendant cette présentation.
À commencer par le fait qu'un dataset peut grandement affecter les performances d'un modèle d'IA et qu'il est possible de remédier à une partie de ces problèmes de performance grâce à de la data augmentation. Ce n'est pas de la magie non plus, on garde quand même la même base de données et on a vu clairement que ça avait des limites puisqu'on pouvait rapidement atteindre ce qu'on appelle l'overfitting. Pour pratiquer la data augmentation, on peut bien sûr utiliser des outils qui existent, mais que si jamais on travaille dans un mode un peu plus itératif, potentiellement on peut être handicapé par les temps d'exécution de certains de ces outils. Et dans ce cas-là, suivant le dataset qu'on utilise, il peut être intéressant de distribuer le processus, comme je vous l'ai montré. Est-ce que vous avez des questions, puisque notre présentation est terminée? Il me semble que je dois répéter la question pour l'enregistrement. Du coup, le monsieur demande s'il est possible d'utiliser les fonctionnalités d'Argumentation dans un processus distribué, si je ne me trompe pas. C'est une bonne question. En vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé, parce qu'on n'a pas essayé de décortiquer ce que faisait Argumentation particulièrement. On s'est concentré sur décrypter les augmentations que l'on voulait faire à la base. Mais techniquement, c'est quelque chose qui est possible. Après, je vous ai présenté la fonctionnalité d'UDF de Spark. Il faut savoir que comparé aux fonctions proposées par Spark, c'est aussi ce qu'il y a de moins performant, étant donné qu'on est sur quelque chose de customisé, là où Spark a vraiment optimisé la majorité des opérations qu'il propose. Du coup, si on commence à utiliser des libs qui sont peu performantes dans des UDF, potentiellement, on va quand même impacter gravement les performances du processing en général. Je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois que non. Je te laisse répondre peut-être. Oui, on doit répéter la question. Donc, c'est est-ce qu'on aurait l'overfitting avec des nouvelles images qu'on aurait prises avec un appareil photo? Eh ben non, en fait, parce que je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, mais quand on fait de la data augmentation, on recrée des données à partir des données qu'on a. Et sauf qu'au bout d'un moment, le modèle, il va quand même se rendre compte que c'est les mêmes images avec des paramètres qui ont changé. Et donc, il va quand même, au bout d'un moment, réussir à tricher, quoi. Et donc, quand on prend des nouvelles photos, on crée totalement de nouvelles photos, des nouvelles images avec des nouveaux contextes, des nouveaux paramètres. Et ça va, au contraire, lui apporter des nouvelles données et pour faire de meilleures prédictions derrière. Justement, pour augmenter, au lieu de modifier la photo, est-ce qu'on ne peut pas ajouter, par exemple, dans un angle, la photo d'un palmier, rajouter des éléments sur la photo et non pas seulement modifier la photo telle qu'elle est? Donc, votre question, c'est est-ce qu'on peut rajouter des éléments aux photos pour recréer de nouveaux paramètres? Oui, on pourrait complètement faire ça. Après, on était dans une optique de faire quelque chose de relativement simple pour commencer. Il y avait une certaine contrainte temporelle, je ne vous le cache pas. Bien sûr, il y a plein de possibilités pour faire de la data augmentation. En scrollant la littérature sur le sujet, j'ai pu voir qu'il y avait aussi la possibilité de fusionner quelques images. D'avoir comme des mosaïques d'images et de faire de la détection de plusieurs objets sur une même image. Et tout ça, ça fait partie de la data augmentation. Et comme vous dites, on peut aller plus loin en essayant de modifier une image en poussant vraiment très loin, en faisant de la détection d'objets, en remplaçant tel objet par un autre. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Parce que nous, les fonctions de traitement d'image qu'on a utilisées, c'est vraiment des fonctions basiques, donc qui changent la luminosité ou le contraste, mais il y a aussi des fonctions plus poussées qui détournent tout simplement l'objet, l'image, et donc derrière, on peut rajouter un nouveau fond facilement. Ouais, ou changer la couleur de la peau du sujet, ou enfin, des trucs un peu à la Photoshop qu'on pourrait faire à la main. Il y a toujours possibilité d'automatiser certains de ces traitements, mais c'est juste un peu plus lourd. Oui. La question... Pardon, vas-y. Tu peux répéter la question? Du coup, la question, c'est pourquoi on n'a pas utilisé une IA déjà entraînée pour reconnaître la main, c'est ça?
pour gagner du temps sur le labeling. Alors, c'est pas tout à fait mon domaine, mais Léa me fera signe si je me trompe. Je pense que c'est une spécificité de YOLO qui fait qu'on fait à la fois de la détection d'objets et de la classification. Comme elle l'a expliqué dans sa présentation ce matin, il y a possibilité de faire du transfer learning et d'utiliser des poids déjà existants. Donc on pourrait imaginer qu'on ait d'abord entraîné un modèle à détecter des mains, puis ensuite on l'entraîne à détecter des lettres de la langue des signes, et auquel cas il serait potentiellement plus performant sur la détection des lettres. Après, c'est quelque chose auquel j'avais pensé quand on cherchait justement un dataset à pouvoir utiliser. On avait trouvé un dataset vidéo, je crois, mais qui, d'un point de vue pratique, était plus difficile pour nous à utiliser comme base d'entraînement. Et du coup, je m'étais dit que c'était peut-être possible de prendre frame par frame et de faire justement de la détection de mains pour, à défaut d'aider dans l'entraînement, aider à la labellisation. Parce que moi, je savais quels étaient les temps d'apparition à l'image de telle ou telle lettre, mais je ne savais pas où situer l'objet sur l'image sans le faire à la main, frame par frame, ce qui aurait été peut-être un peu laborieux. Et il y a effectivement des libs qui permettent de faire justement de la détection d'objets qu'on aurait pu utiliser, mais qui étaient un peu moins pertinentes dans le cas de calculs distribués, puisqu'elles se reposent sur des API externes. Du coup, on aurait eu un peu de parallélisation, mais on était quand même dépendant d'un service autre. Ça a répondu à votre question? Ok. Ouais. Du coup, la question, c'est pourquoi on n'a pas utilisé des GPU plutôt que faire de la parallélisation? Un petit peu de par nos propres compétences, qui fait qu'on est peut-être plus à même de se diriger vers de la distribution que vers l'utilisation de GPU, puisque ce n'est pas vraiment ce avec quoi on a l'habitude de travailler. Après, je ne sais pas s'il y aurait des spécificités à l'utilisation de GPU pour pouvoir exécuter ce genre de traitement. Il y a certainement des choses. Mais bon, je ne suis pas, sans doute pas on n'est pas les mieux informés pour répondre vraiment de manière pertinente à cette question. C'était un choix du cœur un petit peu. Et puis les GPU, c'est un peu de la parallélisation déjà d'opérations, il fait déjà un peu lui-même, quoi. Donc c'est un peu dans la même idée, sauf qu'on le fait nous-mêmes. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, oui. En fait, oui, la question. Est-ce qu'on a déjà une offre pour pouvoir faire du Spark? On propose des jobs Spark as a service. Donc, du coup, on a un produit qui s'appelle OVH Cloud Data Processing. Et globalement, comment ça marche? C'est vous prenez votre code et vous le mettez sur un object storage et vous pouvez lancer notre service. Et à partir de ça, en fait, on va spawner un cluster Spark qui aura la durée de vie du job qui est décrit dans votre code, pour lequel vous êtes facturé uniquement pour l'exécution. Et voilà, tout se passe de manière cloisonnée par rapport... vous n'avez pas à gérer un cluster, vous n'avez pas à gérer la disponibilité des clusters, puisque c'est nous qui nous en occupons. Et voilà, vous vous occupez juste de votre code, vous lancez le service et il sera exécuté dans un container, dans un cluster Spark dédié. D'autres questions? Non? En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous libère.